Allez, on va commencer cet atelier. Bonjour et bienvenue donc à cet atelier intitulé «L'intelligence artificielle dans nos services publics». Je vous laisse vous installer. On va essayer de commencer à l'heure. Nous avons 1h30. Je suis Clément Baylac, conseiller économie au sein d'Interqualité de France et je serai l'animateur de cette séquence. Donc nous avons 1h30 devant nous. Et je serai aussi le garant du temps. Alors, avant de vous parler de l'intelligence artificielle dans nos services publics ou de l'intelligence artificielle dans les collectivités, on aurait pu aussi l'appeler comme ça, on va revenir sur 3 points, quelques éléments de cadrage sur l'IA, de quoi on parle. Désolé s'il y a des spécialistes dans la salle, mais on va prendre un tout petit peu de temps pour faire ce point. Donc, trois points. Le premier, de quoi parle-t-on quand on parle d'intelligence artificielle? L'emploi du terme intelligence est régulièrement débattu chez les chercheurs, mais on peut retenir une définition de l'Union européenne de l'IA. Elle n'est pas une technologie spécifique, mais plutôt une discipline vieille de 60 ans. L'IA n'est pas nouvelle, même si on en parle beaucoup aujourd'hui, qui réunit science, théorie et technique, et dont le but est de parvenir à faire imiter par une machine les capacités cognitives de l'être humain, avec des degrés variables d'autonomie et d'adaptabilité. On va en parler tout à l'heure. Alors de quoi a besoin une IA? D'ailleurs une IA ou une IAG? Elle a besoin de données. C'était le sujet de l'atelier d'hier. On a consacré un temps à cette question. Et dans le cas des collectivités, la donnée est très importante, notamment sur la gestion de la donnée et la sécurité de ces données. Donc, pas la peine de parler d'IA si on n'arrive même pas à gérer ou à sécuriser ses propres données. Donc ça, c'est le premier point, le premier besoin de l'IA. Deuxièmement, les algorithmes. Et il y a la question de la transparence, on va y venir tout à l'heure, qui détermine la pertinence de l'IA développée. Troisièmement, la puissance de calcul. Et ensuite, le matériel. On parle de dématérialisation, mais tous les outils numériques, de manière générale, que ce soit l'IA, ont besoin de matériel. Et on va l'évoquer avec Juliette Fropier, qui nous a rejoint tout à l'heure. Donc des semi-conducteurs, des infrastructures, de la fibre, des data centers. Donc tout ça, c'est très concret et c'est physique. Puis il y a un sujet économie également, puisque l'IA est aussi tributaire de la 5G SA, notamment dans l'industrie, pour réaliser de la maintenance prédictive, par exemple. L'IA générative, ou IAG, donc on va en parler tout à l'heure, ce mot va revenir, est un type d'IA qui peut créer du texte, des images et d'autres contenus totalement nouveaux, en imitant ce qu'elle a appris automatiquement, grâce au volume de la donnée qu'on lui a donné à manger, entre guillemets. Ça, c'est pour la définition de l'IA et de l'IAG. Deuxième point que je voulais évoquer avec vous, c'est le contexte. Qu'est-ce qui s'est passé depuis quelques années? Donc, il y a un contexte européen et national. Le contexte européen, en mars 2024, la Commission de l'UE a voté l'IA Act. Donc, c'est le premier cadre réglementaire et juridique sur l'IA, et notamment sur les risques, une approche de la Commission sur les risques de l'IA. Donc ça a été défini par l'UE. Aujourd'hui, l'État français n'a pas encore traité cette question, mais il va le faire sûrement par la suite. Et puis ce travail européen vient après une ère de régulation numérique qui a été entamée depuis 2019, notamment avec le RGPD, etc. Le contexte français, Interqualité de France a réagi en avril 2024 aux propos de l'ancien Premier ministre qui appelait à une généralisation progressive de l'IA dans les services publics, donc État comme collectivité. Troisième point, l'IA comme sujet politique pour les collectivités. En quoi cela concerne les collectivités, ce sujet? C'est un sujet politique entre opportunité et effet de bord. Et durant ces derniers mois, avec Céline Colucci, qui est présente parmi nous, nous avons constaté lors de réunions, de commissions, d'échanges, des réactions
assez opposés. On a des positions assez réfractaires à la technologie et d'autres qui sont plutôt des approches un peu techno-solutionnistes vis-à-vis de l'IA ou de l'IAG. Mais avec la vague de la nouveauté de l'IAG passée, et notamment l'apparition de l'accessibilité de ChatGPT, et les expérimentations en cours de l'IAG, elles précisent les contours d'une réflexion plus apaisée, en tout cas pour les collectivités, au fil du temps. En tout cas, on le note. Et ce matin, nous vous proposons donc de réfléchir ensemble et de débattre sur l'arrivée de l'IA et de l'IAG générative dans les organisations, donc internes à la collectivité, et les services publics. Donc, nous nous pencherons sur les effets en interne sur les agents publics et sur son impact sur la notion même de service public, et donc les bénéficiaires de celui-ci. Et puis sur les organisations publiques et les agents d'abord, son arrivée peut être considérée comme séduisante du point de vue du gestionnaire économique, mais peut vite entraîner un conflit de rationalité pour les exécutifs locaux, qui sont confrontés entre la logique de gestion, de coûts financiers immédiats, et une logique professionnelle, éthique, intégrant aussi les coûts à long terme de l'utilisation de ces solutions. Et puis, au niveau de l'État, on en a parlé hier, en ces temps de déficit, l'État cherche à faire des économies. Et l'idée que l'IA et l'IAG pourraient être un puissant levier pour atteindre l'objectif de suppression de postes dans la territoriale pourrait paraître séduisante pour certains. Mais n'allons pas trop loin. On va travailler, vous le voyez sur le plan, donc partie 1, partie 2, partie 3, partie 4. On va aussi travailler sur un cas pratique, l'outil d'intelligence artificielle générative nommé Albert. Et son expérimentation donc, a été faite dans des collectivités, dans des maisons France Service, gérées aussi par des collectivités. Donc, on a un retour sur ces premières utilisations de l'outil. Et notamment, ça pose la question de la relation entre l'État et les collectivités, puisque ces expérimentations ont été lancées sans l'avis des collectivités. Mais on le verra tout à l'heure. Donc les objectifs de la table ronde, c'est partager les enjeux politiques nationaux et locaux relatifs au déploiement de l'IA et de l'IAG au sein des administrations et dans les services publics. Deuxième objectif, quelle doit être la place des collectivités dans la construction d'une définition d'un cadre sécurisé et éthique en partenariat avec l'État et les collectivités. Et puis peut-être on aura un peu de temps pour esquisser un ou plusieurs modèles de déploiement territorial de l'IA. Donc avec nous aujourd'hui pour évoquer ces questions, nous avons plusieurs intervenants. Nous sommes ravis d'accueillir donc Céline Colucci, déléguée générale des Interconnectés, Juliette Fropier, donc, qui est chef de projet IA et transition environnementale pour les ministères de l'écologie, de l'énergie et des territoires. Merci d'être avec nous. Estelle Harry, qui est designer et chercheuse indépendante et qui a travaillé notamment pour l'application Albert. France Burgy, directrice générale du CNFPT. On s'interrogera ensemble sur l'anticipation du Centre national de la fonction publique territoriale sur ces questions de l'IA et de l'IAG. Et bien sûr Olivier Gaquer, donc président de la comité d'agglomération de Béthune, Bruy, Artois, Lys Romane, et vice-président d'Intercomité de France et coprésident de la commission économique, développement économique de notre association et qui s'intéresse tout particulièrement à cette question. Donc avant de rentrer dans la partie 1, monsieur le vice-président, monsieur le président, je vous laisse la parole pour introduire notre table ronde. Merci Clément, bonjour à toutes et à tous. Merci à nos intervenantes d'être présents aujourd'hui à nos côtés. Alors nous, vous le savez, à Intercommunauté de France, on essaye d'accompagner au maximum nos adhérents sur la conduite du changement, sur le changement côté, on va dire, technologie et côté numérique. On était habitué à développer des schémas directeurs autour de la fibre, l'aménagement numérique et certainement les usages. Et effectivement, aujourd'hui, on s'interroge collectivement, puisque nos travaux sont partagés, notamment dans le cadre d'une commission numérique commune avec les interconnectés et avec France urbaine, sur finalement l'impact, les enjeux, les opportunités de l'IA, depuis notamment sa notion
on va dire, sa diffusion de masse depuis fin 2022, notamment avec l'arrivée de ChatGPT, GPT, puisque même si l'outil existe depuis 2018, c'est sa mise sur le marché avec sa formule ouverte qui a transformé les esprits. Mais de quoi parle-t-on en réalité et est-ce que tout cela est accompagné d'éthique, de responsabilité? C'est ça le gros sujet pour nous. D'ailleurs, récemment, donc à Nantes, en septembre, a été décidé de lancer des concertations territoriales. Je vous invite d'ailleurs à vous saisir de ces questions. Il y a un AMI qui a été lancé. On pourra vous donner toutes les opportunités et les liens pour pouvoir vous inscrire dans cette démarche pour que d'ici le mois de mars donc 2025, à Rennes, nous puissions faire la restitution de manière transversale et ouverte sur finalement ce qu'on a identifié comme opportunités et menaces. J'ai parlé donc responsabilité, j'ai parlé d'éthique, mais aussi sur les transformations de nos organisations. On a évoqué là, à demi-mot, les gains de productivité. On prépare de redéploiement finalement de notre masse salariale. Ça va évoquer donc la formation, les changements de poste, les évolutions des missions. Sachant qu'aujourd'hui, on a à peu près 30% de nos agents qui, dans les collectivités, utilisent déjà l'IA plus ou moins sans le savoir. Mais ceux qui ont des licences Microsoft, vous avez Copilot par exemple. Donc c'est utilisé déjà récemment. Et dans nos organisations, pas simplement sur le smartphone pour la reconnaissance faciale. Et donc on va avoir certainement des impacts estimés entre 15 et 20% sur nos métiers, notamment les catégories C en particulier, donc dans les 15 à 20 ans à venir. Donc le vrai sujet, c'est comment on s'approprie cette question, c'est quoi exactement, comment on l'introduit dans nos organisations, comment on maîtrise finalement l'évolution de nos organisations, y compris d'un point de vue dialogue social, puisque au sein même, moi, peut-être je pourrais partager ma modeste expérience dans mon agglomération. Alors vous allez me dire, c'est peut-être une grosse agglomération, mais je pense que c'est le même fil conducteur pour tout le monde. Alors nous, effectivement, nous sommes 100 communes, j'ai à peu près 1000 agents et nous sommes 280 000 habitants, mais il n'en reste pas moins qu'on est au balbutiement également de cette démarche et que nous avons commencé par faire une première annonce lors des vœux du personnel en disant voilà, ce sujet arrive, comment on le traite ensemble, par la méthodologie et comment on aborde les premières applications, les cas d'usage qu'on pourra voir tout à l'heure. Voilà, donc on est très heureux d'être contributeur finalement dans cette démarche qu'on apprend au fur et à mesure. On a été auditionné au Sénat, on a participé donc au rapport de la Commission nationale de l'IA générative. Et puis on est très heureux, surtout d'avoir ce mouvement avec vous. Et il faudra, c'est un souhait qu'on peut exprimer au sein d'Interco de France, que les collectivités puissent nous rejoindre. Tout à l'heure, on évoquera les commissions, les dates. C'est ouvert. Venez nombreuses et nombreux pour que nous puissions donc ensemble finalement nous doter d'un modus operandi qui soit respectable et acceptable sur le plan notamment des valeurs humaines. Voilà, merci. Merci, Monsieur le Président. Je ne l'ai pas dit, avant de passer la parole à Céline Colucci, c'est un atelier interactif. Donc vous avez la chance d'avoir une table ronde très étoffée ce matin et diverse, avec un élu local, la directrice générale d'un organisme de formation, une chercheuse, l'État et une directrice générale de réseau. Donc n'hésitez pas à préparer vos questions quand nous donnerons des paroles à la salle. Ceci étant dit, donc Céline, peut-être en rebond à ce qui vient d'être évoqué, partie 1, l'IA, pourquoi faire? Et quelle limite a été évoquée au niveau des collectivités locales dans les différents travaux que tu animes? Peut-être tu as quelques retours déjà de ces travaux à nous faire part. Avec plaisir, merci beaucoup de m'accueillir aujourd'hui. Donc, je suis la déléguée générale des Interconnectés, qui est une association commune à Intercommunalité de France et France Urbaine pour travailler précisément sur les enjeux numériques des collectivités qui sont vos collectivités, effectivement. Donc, le sujet a été abordé à partir de 2022-2023. Un plan d'action a été décidé par la Commission, par les élus, pour que justement les territoires, les agents, les élus que vous êtes puissent se saisir de ce sujet et l'explorer de manière un petit peu approfondie afin de prendre des décisions éclairées. 3 axes ont été mis en avant. Un premier axe qui est d'explorer les sujets de l'intelligence artificielle au service des territoires, donc en quelle mesure elle peut être utile pour développer des projets, et notamment des projets environnementaux, et on y reviendra avec Juliette Fropier tout à l'heure, qui permettent, voilà, là où la technologie permet de faire vraiment des avancées en matière d'usage. Deuxième axe, un axe sur
l'impact de cette intelligence artificielle sur nos vies quotidiennes, sur la vie publique, sur l'espace public. Et là, c'est l'axe dont M. Gacker vient de parler, sur lequel on avance aujourd'hui avec une proposition de concertation territoriale pour pouvoir donner la parole aux acteurs, pour pouvoir vérifier l'acceptabilité de ces transformations et de pouvoir aussi mesurer les attentes qui viennent des différents acteurs sur les territoires, acteurs économiques, mais aussi citoyens, aussi agents de collectivités. Troisième volet, et ça a été évoqué en introduction, c'est la question de l'impact sur les métiers et le fonctionnement des entités publiques que nous sommes, les collectivités territoriales en particulier, et de voir comment s'adapter à ces questions-là. Donc ces trois sujets sont travaillés en parallèle et on a des études qui sont en train de se mettre en place, il y a des expérimentations qui sont portées par différentes collectivités pour qu'à chaque fois on puisse avoir un rendu. Donc sur la partie projet, il y a une bibliothèque d'IA donc qui recense des cas d'usage qui sera sortie en première version test en fin d'année pour un objectif d'une version définitive début d'année prochaine. Donc l'idée là, c'est que vous puissiez voir ce qui se fait, ce qui est intéressant en termes de cas d'usage et qu'il soit documenté. Dans les collectivités. Dans les collectivités, donc c'est des cas d'usage portés par les collectivités. Et typiquement, au départ, on était sur des cas d'intelligence artificielle au service des territoires. On voit qu'il y a beaucoup de demandes aussi sur cet intérêt, cette IA générative qui est plutôt sur des outils internes. Donc ça, c'est monté très très vite avec ChatGPT, comme tu le dis, et on sait qu'il y a à peu près, enfin on en parlait au café avant de venir, quand on fait des sondages en interne, il y a entre 50 et 60% des répondants qui disent « oui, j'ai testé ChatGPT, la version publique ». Donc on est là sur un mouvement où les gens s'intéressent, les gens vont voir, et donc forcément se pose la question des conséquences. Donc on peut difficilement fermer les yeux sur cette avancée, il faut l'aborder. Peut-être avant de rentrer plus dans le détail, un petit rappel sur ce qui a été évoqué très tôt, c'est la question des points de compréhension et des points d'attention importants sur l'intelligence artificielle. Premier point, la question de l'algorithme. L'algorithme, c'est pour beaucoup un terme qui est peut-être pas très clair. En tout cas, c'est central parce que c'est la manière dont un développeur ou une équipe de développeurs va avoir pris la décision de choisir, de trier, de ranger les informations pour aboutir à un résultat. Et ça, c'est important de le comprendre parce que ça veut dire que quelqu'un, quelque part, a mis en place une ligne de conduite, une ligne automatique pour prendre des décisions. Quand on est sur des algorithmes à qui on confie une décision, il faut savoir... Parce qu'il y a une petite musique un peu inconsciente peut-être qui semble dire que l'algorithme a plus raison par définition. Parce que c'est technique, parce qu'on ne comprend pas très bien comment ça marche, c'est forcément super bien. En plus, il y a un effet waouh assez technique, puisque quand on teste ChatGPT, on est assez épaté de voir le truc nous répondre, sortir des infos, etc. On se dit waouh, c'est super. Donc ce côté-là, effectivement, ça fonctionne. Mais il faut bien se rendre compte que derrière, il y a une matrice, une manière de penser qui provient de la personne qui a codé, de l'organisme qui a mis en place. C'est un premier élément. Deuxième élément, Clément l'a cité tout à l'heure, la question des données. Évidemment, ces intelligences artificielles se basent sur les informations sur lesquelles qu'elles ont à disposition et les informations sur lesquelles elles se sont entraînées. Donc ça aussi, ça n'est pas neutre. Donc si vous avez des informations de mauvaise qualité, les réponses seront de mauvaise qualité. Si vous avez des informations qui sont biaisées, et notamment, ça c'est vrai sur les intelligences artificielles génératives grand public, elles vont piocher dans tout ce qui circule dans une sphère Internet qui n'est pas du tout forcément très objective, qui peut être très... de parti pris, qui peut être même sur des propos qui peuvent être haineux, qui peuvent être problématiques. Donc, elle se nourrit aussi de ça. Je vais donner un petit exemple. Quand on demande à une des intelligences artificielles de génération d'images de générer une image de jeunes dans des quartiers en France,
on se retrouve avec 2 personnages inquiétants et cagoulés dans un paysage qui ressemble à un pays en guerre civile, quoi, à minima. Hein. Donc on est quand même sur une vision extrêmement sombre et extrêmement diverse de ce qu'on connaît dans la réalité aujourd'hui. Donc ça fait partie aussi des choses qu'il faut vraiment avoir en tête pour pouvoir comprendre les biais possibles. Partant de là, il y a quand même des usages évidemment intéressants. Nous, on est plutôt sur une pratique d'une intelligence artificielle qui doit être utile. Donc il faut vraiment que ça réponde à une problématique qu'on ne sait pas traiter par ailleurs, parce qu'évidemment, ces intelligences artificielles, ce sont aussi des outils technologiques assez chers, et qui ont un impact écologique majeur. Donc ça, c'est le côté matériel que tu disais tout à l'heure. Voilà, il y a un coût concret, immédiat, et il y a un coût long terme, parce que ce sont beaucoup d'infrastructures, beaucoup de consommation de données, beaucoup de consommation électrique, des consommations d'eau énormes. Donc, on le voit d'ailleurs, hein, les grands opérateurs qui avaient des engagements de baisse de leur impact carbone, Google, Microsoft ont revu leurs engagements parce qu'ils ne pourront pas les tenir à cause de l'intelligence artificielle. Donc il y a ce type de points qui sont importants. Merci pour ces premiers enjeux. Donc on l'a vu, l'IA n'est pas objective et faillible. Mais avant de rentrer plus loin dans les limites et les enjeux de l'IA, je vais donner la parole à Juliette Fropier, puisqu'on a évoqué quelques cas d'usage de l'IA et de l'IAG, mais peut-être vous, avec les différents appels à projets que vous menez, vous avez un point de vue, une diversité des cas d'usage qui est intéressante. Oui, bonjour à tous. Donc, je travaille au sein de l'Ecolab, qui est le laboratoire d'innovation du ministère de la Transition écologique. Et au sein de l'Ecolab, on a notamment piloté un appel à projet qui s'appelle Démonstrateur d'IA frugale pour la transition écologique dans les territoires. Alors, il y a peut-être dans la salle des personnes qui sont dans des collectivités qui ont été lauréates de cet appel à projet. Dans ce cas-là, pourront aussi vous donner un témoignage. Donc c'est un appel à projet qui a été lancé en 2022, qui a eu 4 lauréats dans sa vague 1 en 2023 et 8 lauréats en 2024, donc en mai 2024, donc tout récemment. Et c'est un appel à projet qui voulait donner une impulsion, qui voulait permettre donc à des territoires d'expérimenter en conditions réelles, à une échelle représentative de leur collectivité, des solutions d'IA. Et je veux bien préciser qu'ici, on est plutôt, donc je rappelle, ça a été lancé en 2022, on était plutôt sur une recherche de solutions d'IA non génératives. Enfin, à ce moment-là, on ne se posait même pas la question. Mais en fait, on a parlé de la différence entre IA traditionnelle et IA générative. Aujourd'hui, on a tous déjà utilisé des IA traditionnelles dans notre quotidien, que ce soit pour déverrouiller notre téléphone, pour que nos messageries classent nos mails en spam ou non spam, ou pour détecter du coup sur une image, enfin reconnaître une espèce de plante sur une image avec une application smartphone, etc. Et en fait, on voyait beaucoup de possibilités, d'opportunités d'utiliser ces technologies qui permettent de classifier automatiquement, qui permettent d'optimiser aussi des scénarios, des trajectoires, et qui permettent de prédire aussi, pour mieux connaître des dynamiques au sein d'un territoire, que ce soit des dynamiques de consommation, que ce soit des dynamiques de transport, consommation eau, électricité, biodiversité, etc. Donc de mieux connaître, mais aussi de mieux prédire afin d'anticiper des politiques publiques à mettre en place, des aménagements à faire, etc. Et donc, avec ces outils d'IA traditionnels, on a voulu permettre le passage à l'échelle, donc permettre au territoire de saisir de ces algorithmes d'IA pour faire le travail, d'aller regarder les données qu'ils ont à disposition, mettre en place ces algorithmes et réfléchir avant tout, puisqu'on voulait mettre l'IA au service de la transition écologique, aussi à mettre en place des solutions qui soient frugales. Donc par là, on entend qu'il y ait vraiment une réflexion sur l'impact, le coût environnemental dont on vient de parler, de ces solutions d'IA, à la fois en termes d'algorithmes, donc de complexité, choisir l'algorithme qui soit le moins complexe possible pour qu'il réponde aux besoins que vous avez et aux justes besoins. Aussi en termes de données, trouver les données qui sont nécessaires, pas forcément prendre toutes les données que vous êtes capable d'avoir par des capteurs, mais simplement quelques-unes qui sont les plus importantes, et aussi par exemple penser la fréquence de collecte des données.
et aussi sur l'infrastructure. Donc combien de capteurs on déploie, on essaie de minimiser le nombre de capteurs, et les data centers qu'on va utiliser, on essaie de les avoir en France si possible, puisque l'intensité carbone du réseau électrique français est plus faible que dans d'autres pays. Et donc ensuite, ces cas d'usage, ces lauréats, ils nous ont permis de voir qu'en fait, il y a plein de cas d'usage différents, dans plein de thématiques différentes, qui peuvent être adressés par l'IA. Et donc là, ces projets ont été lancés, ils vont durer 3 ans, et vont nous permettre de justifier effectivement qu'il y a un intérêt à déployer vraiment à grande échelle ces IA. Et pourquoi le déploiement à grande échelle était important? Parce qu'on voit beaucoup de preuves de concept qui se lancent à une toute petite échelle, mais qui ne permettent pas finalement de vraiment valider en fait, qu'à l'échelle d'un territoire, ça vaut le coup de déployer des IA. Donc juste pour citer quelques cas d'usage. Parfait, j'allais vous demander je m'arrête. Les cas d'usage et Oui. leur provenance. Parce que il y a beaucoup de cas d'usage qui viennent de l'Île-de-France, de grandes métropoles et d'agglomérations. Donc peut-être ce sera déployé dans d'autres territoires, ou je ne sais pas si vous en avez aussi hors Île-de-France. Oui, quand même. Donc effectivement, je voulais vous citer par exemple un projet de la métropole de Bordeaux pour piloter les consommations énergétiques pour des bâtiments publics et aussi pour optimiser les bouquets de travaux de rénovation. Donc choisir le meilleur scénario en fonction de plusieurs paramètres, notamment paramètres de coût, paramètres de consommation, de réduction des consommations énergétiques, réduction du CO2. Un projet de la métropole de Lyon pour revégétaliser le territoire, la métropole, en priorisant, en trouvant où est-ce qu'on peut replanter plus efficacement finalement des arbres. Donc voilà, tout simplement pour diminuer les îlots de chaleur qui peuvent exister au sein de la métropole. Sur un autre territoire, on a sur le Brivadois, donc avec le syndicat de gestion des eaux du Brivadois, en partenariat avec une start-up qui s'appelle Liqumitid. Ils développent une solution d'IA pour détecter des secteurs problématiques en termes de fuite d'eau. Donc mieux anticiper les zones à risque de fuite d'eau et aussi mieux estimer avant les travaux la taille de ces fuites pour anticiper les travaux qu'il va falloir faire. On a aussi la communauté d'agglomération de Paris-Saclay qui met en place, qui commence donc un projet sur les scénarios qui sont engendrés par les plans locaux d'urbanisme en utilisant l'IA pour faire finalement de la rétro-ingénierie et anticiper du coup la consommation foncière et la vulnérabilité aux îlots de chaleur qui vont être engendrés par tel ou tel PLU. On a la région Occitanie qui met en place une cartographie de la biodiversité à l'échelle de la région et qui permettra avec l'IA de prédire, y compris dans les zones blanches où on a très peu de mesures en fait, sur la biodiversité, sur la présence d'espèces, de compléter ces cartographies pour adapter les aménagements aussi à la biodiversité. Dernier exemple peut-être pour montrer toute cette diversité, Préviso, qui est un projet de la région Centre-Val de Loire, qui est pour anticiper les épisodes de tension sur l'eau à l'échelle d'un bassin versant et donc prédire à la fois des choses sur la quantité d'eau mais aussi sur la qualité de l'eau, donc pour aussi prévoir des aménagements. Merci Juliette. Beaucoup de cas d'usage sur l'eau, mais on voit quand même il y a une part prégnante de métropole et peut-être on va se poser la question au fil de la discussion, quid des comités d'agglomération et des comités de communes pour ces cas d'usage. Je vais passer la parole à France Burgy, donc directrice générale du CNFPT. Madame la directrice générale, qu'est-ce que vous évoquent ces différentes présentations de cas d'usage? On voit que ça questionne les collectivités déjà. Et avant de rentrer dans le cœur du modèle d'organisation du travail, comment voit le CNFPT l'arrivée de l'IA en tant l'œil de l'organisme de formation que vous êtes? Oui, donc en fait, je m'inscris un peu dans les travaux qui sont engagés, notamment la mesure de l'attente, puisqu'on a ce sujet à voir ensemble, c'est comment on prend le problème et par où on attaque et que veulent exactement les collectivités au jour d'aujourd'hui. Ce qu'on observe, nous, qui sommes implantés sur toute la France et l'outre-mer, c'est déjà la rapidité de la montée en question du sujet, puisque clairement au CNFPT, on ne nous parlait absolument pas d'IA il y a un an.
Donc, on n'entendait pas parler en termes évidemment de compétences, puisque quand on commence à nous en parler, nous, c'est en termes de compétences. Et les observations qu'on fait aujourd'hui de la demande du terrain, je les place sur 3 sujets. Le sujet de la disparité énorme entre les différentes collectivités, le sujet du besoin de monter en compétences, et puis le sujet de la mise à l'agenda dans une période, vous en avez déjà largement débattu durant ce colloque, qui est assez compliqué pour les collectivités locales. Alors, en termes de disparité entre collectivités, bien évidemment, on retrouve des effets de moyens, des effets de strates, de taille. Mais ce que je voudrais dire surtout, c'est que nous, on souhaite vraiment que les collectivités puissent, et l'intercommunalité est un des moyens pour y arriver sur ce sujet comme sur d'autres, puissent se grouper et travailler ensemble. Parce que ce qui nous surprend toujours dans tous ces nouveaux sujets qui arrivent à l'agenda, c'est que tout le monde démarre un peu individuellement, en ordre dispersé, en tâtonnant, et on perd finalement beaucoup d'énergie dans cette dispersion, et l'union va sans doute permettre de faire la force dans un sujet comme ça. On a en face de nous des collectivités qui ne sont pas du tout intéressées par le problème, des collectivités qui sont dans une demande de sensibilisation, d'autres qui sont déjà dans des sujets de formation métier, et puis un très très petit nombre qui commencent à poser des questions plus systémiques sur une approche de réflexion sur les transformations des services. Par contre, la réflexion des gouvernances est peut-être un tout petit peu en retard par rapport à l'usage qu'un certain nombre d'agents lancent tout seuls. Et là, on voit aussi des préoccupations des employeurs par rapport à des usages non régulés de l'IA dans leurs services, qui posent des questions aussi de confidentialité, de données, etc., sur des outils souvent gratuits, dont on ne sait pas trop où se promènent les données. Alors en plus, il y a, mais finalement on en est aussi une aujourd'hui, énormément de conférences, de réunions. Enfin, aujourd'hui, il n'y a plus un colloque où on ne parle plus d'IA, donc ça montre bien qu'il y a une très très grande préoccupation sur ces sujets-là, mais une grande dispersion finalement dans les attentes aujourd'hui. Sur les montées en compétences, moi je voudrais insister sur le fait que nous, évidemment, CNFPT, on est interrogé sur les sujets de montée en compétence des agents, mais les agents nous disent aussi qu'il y a un sujet de montée en compétence des élus. Et que si sur ce sujet-là, les deux ne progressent pas conjointement, ça va créer des difficultés de mise en œuvre, des difficultés aussi de choix, parce que finalement, il y a beaucoup de politique là-dedans, beaucoup d'éthique. Et il faut que les 3 communautés, élus, agents et usagers, puissent travailler de concert. Et ça fait partie de nos remarques qui nous sont faites sur le sujet de la montée en compétences. Ce qu'on observe aussi, c'est un risque supplémentaire de fracture numérique entre types d'agents, entre types de collectivités, entre types d'usagers, avec, vous en avez parlé, je crois, tout à l'heure, un sentiment d'incompétence supérieure par rapport à d'autres types de technologies qu'on a pu voir arriver, le sentiment de l'incompétence quand on voit le produit d'une IA est plus fort qu'avec d'autres types de technologies, et donc un retrait par rapport à je ne suis plus aussi bon que l'IA ne peut l'être. Voilà. Et puis, bien sûr, les sujets qui nous remontent, mais vous en avez déjà largement débattu, tous les sujets de données, de sécurité, et de différences dans les différentes IA, etc. Et puis la dernière chose très récente qui arrive là, c'est mais comment est-ce qu'on va pouvoir mettre tout ça à l'agenda dans la situation complexe, politique, financière, nationale qu'on vit. Voilà les observations de terrain dans le dialogue qu'on a avec les collectivités actuellement. Merci. Je me tourne maintenant vers la salle. C'est vrai que le cadre est un peu professoral, mais je pense que vous avez eu le temps peut-être de maturer des questions sur les craintes, des curiosités face à des cas d'usage que vous rencontrez dans votre collectivité. Juliette Fropier avait évoqué des lauréats de l'appel à projet IA Frugal, peut-être qu'ils sont dans la salle. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques ?
Oui, monsieur, en haut à droite. Première question, c'est toujours la plus difficile. Je vous remercie. Le micro arrive. Merci de vous présenter, s'il vous plaît, et de présenter le territoire d'où vous venez. Ah, ben, il y a un micro. Oui, bonjour, Gérard Cova, je suis maire d'une petite commune rurale et vice-président de la communauté de communes du Val de Vienne, près de Limoges. Voilà, j'ai déjà abordé au niveau professionnel, moi, le problème de l'IA, ça fait très très longtemps. Et il ne faut pas oublier quand même que l'intelligence artificielle est créée par de l'intelligence biologique. Et le projet déjà des GAFAM, il y a déjà 15 ans de ça, c'était de créer plus de 4 milliards d'intelligence artificielle qu'il y a d'intelligence biologique. Je ne vais pas faire un discours là-dessus, parce que bon, on n'est pas là pour ça, mais il y a quand même quelque chose qui m'a un peu interpellé dans vos interventions, mesdames et messieurs, c'est que vous parlez beaucoup de coûts, d'intérêts et tout de l'intelligence artificielle. Mais l'intelligence artificielle, c'est une pièce. Il y a une face et il y a un revers, bien évidemment. Et ce qui m'a un peu interpellé, c'est que vous n'ayez pas abordé l'humain. Et ça m'a dérangé un petit peu, parce que c'est quand même l'humain qui crée l'intelligence artificielle, et c'est l'humain, demain, qui va être obligé de composer avec l'intelligence artificielle pour modifier son mode de vie. Parce que je pense que vous pouvez imaginer que l'intelligence artificielle va bouleverser la société, là et les sociétés, et que notre manière de vie ne va plus être la même. Donc l'élément principal pour moi, c'est l'intelligence artificielle, bien sûr. De toute manière, c'est une réalité aujourd'hui. Ce n'est plus une illusion, c'est une réalité. Mais il faut voir quelles sont les conséquences qu'il va y avoir au niveau de l'humain. Et c'est, à mon avis, le point principal à prendre en compte. Et après, on peut développer tout ça. Alors, vous parlez d'intérêt au niveau écologique, au niveau des structures, au niveau de tout ça et tout. C'est très, très bien. Mais l'humain, où se situe l'humain dans tout ça? Merci beaucoup. Merci, monsieur le maire. Alors, loin de nous l'idée de ne pas vouloir aborder l'humain. Vous anticipez un petit peu notre table ronde et nous allons bien sûr l'aborder justement. Et puis c'est une des positions d'Intercommunauté de France, la place de l'humain dans le déploiement de ces technologies. On y est très vigilant. Peut-être, monsieur le président, vous vouliez réagir? Oui, merci pour votre intervention. Mais je pense que c'est en filigrane sur tout ce qu'on dit depuis tout à l'heure. En fait, on parlait de l'outil technologique au service d'eux. Et donc au service de l'humain, au service du collectif. Effectivement, on ne va pas entrer dans un débat philosophique aujourd'hui, on ne va pas parler de transhumanisme ou de pensée post-humaniste d'ailleurs, mais on est dans une logique aujourd'hui, justement, d'accompagner, il ne faut pas subir. Parce que la vérité, c'est qu'il n'y a pas de loi qui accompagne aujourd'hui le déploiement de ces technologies. Et donc, on voit des chartes, on voit des codes, on voit des choses, des ontologies notamment, des choses arriver. Et l'idée pour nous, c'est effectivement collectivement de les appréhender, de le maîtriser, pour effectivement que ça ne devienne pas Disneyland. Ce qui est souvent d'ailleurs le salon des maires. Vous avez déjà vu ça, le salon des maires? Vous connaissez, hein? On arrive là-bas, on a tous les collègues, nous-mêmes, hein, on a les yeux qui pétillent, on achète plein d'objets, et on rentre en mairie, on dit « Ah, ça ne va plus avec la déco, il faut tout changer la déco ». Bon, ce que je veux dire par là, c'est que, bien sûr, la première réaction que nous avons, c'est « Waouh, c'est chouette, l'outil, il est top ». On en parlera peut-être tout à l'heure, mais dans beaucoup de cas d'usage, notamment aujourd'hui pour accompagner nos métiers, sur par exemple la rédaction d'arrêtés. Aujourd'hui, vous avez des applications qui peuvent rédiger vos délibérations ou vos arrêtés du maire. Les arrêtés donc sur des sujets divers et variés. Sauf qu'il n'y a pas de garantie que l'arrêté soit bon. Il faut bien qu'il y ait quelqu'un, un assistant ou un collaborateur, une collaboratrice qui vérifie que finalement, ce qu'a ressorti la machine est bon. C'est tout ce qui a été dit depuis tout à l'heure. Donc c'est la machine, on parle d'intelligence artificielle ou informatique. En réalité, c'est plutôt une puissance de calcul qui, en fait, traite beaucoup plus vite que nous un certain nombre de tâches, mais en aucun cas, ça donne la garantie que ça sera plus pertinent que ce que nous, on pourrait faire. Donc, je pense que l'humain est bien au cœur de la réflexion. Hein. Madame Burgy, vous vouliez réagir également? Oui, juste pour dire que par rapport aux remarques que j'ai faites tout à l'heure, j'ai simplement dressé le panel des demandes qui nous étaient faites. Et j'ai dit très rapidement, on en reparlera tout à l'heure, que pour l'instant, on ne voit pas apparaître ce que vous soulignez, c'est-à-dire accompagnez-nous à réfléchir à une transformation systémique des choses, à comment est-ce qu'on va avoir une interface finalement entre
toute la valeur ajoutée humaine et cette valeur ajoutée technologique. Donc c'est vraiment au cœur de nos préoccupations d'accompagnement des collectivités. Mais ce que je voulais simplement souligner, c'est que pour l'instant, la demande n'est pas clairement exprimée là-dessus, sans doute parce que l'appropriation de ce que c'est vraiment n'est pas encore arrivée à un niveau assez important pour bien appréhender les deux sujets et de chercher l'équilibre entre les deux, mais c'est des choses qu'on a dans notre spectre. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je ne peux pas croire qu'il n'y ait pas d'autres questions vu le nombre de personnes qui sont dans la salle. Merci monsieur, juste au milieu. Et deux autres, une deuxième un peu plus bas. Oui, bonjour, Johan Tranchant pour Rue Militaire de Savoie, en Haute-Savoie. J'ai bien suivi les cas d'espèces que vous avez présentés sur les AMI. Et en introduction, vous avez plutôt évoqué que l'IA pouvait faire évoluer énormément les compétences et surtout sur les catégories C, vous aviez exprimé, il m'avait semblé. Et dans les exemples qu'on a eus, j'ai plus l'impression que l'IA, elle se substitue, ou en tout cas elle complète et elle nourrit l'ingénierie, et qui était plutôt dire des postes d'ingénierie. Et donc je voulais savoir s'il y avait eu dans l'AMI des sujets qui sont plus relatifs après à des volets administratifs ou où l'IA remplacerait plus finalement ce que font des agents catégorie B ou C, ce que vous avez évoqué sur les arrêtés. Et j'ai l'impression qu'il y a un écart en fait entre l'AMI qui a beaucoup travaillé sur du travail de bureau d'études et est-ce que le gisement, est-ce que le potentiel est aussi ailleurs? Merci pour votre question. On va prendre juste une deuxième question et on y reviendra tout de suite après. Monsieur, juste un peu plus bas, sur votre gauche, monsieur. Oui, bonjour, Michael Delahaye, vice-président de Maine Communauté. Mais c'est plus le président de Syndicado là, qui va intervenir. Et je reviens vers vous, Madame Frogier, je ne veux pas abîmer votre nom. Ce qui m'intéresse plus, c'est de manière opérationnelle, par rapport à ce que vous avez pu voir, comment se met en œuvre en fait cet outil pour repérer les fuites notamment sur les réseaux, etc., qui sont un enjeu majeur de nos syndicats encore existants. Merci pour votre question. Il y avait une troisième question sur la gauche, en bas, s'il vous plaît. Hop. Je vous présente Marlène, comme ça. Marlène Yeux-de-Deville, donc, qui est vice-présidente à la CCLO, Comité de communes de la Cortèze, et vice-présidente d'Intercommunalité de France. Bon, bonjour à tous. Clément m'a présenté, donc je n'ai pas besoin de le faire de nouveau. Moi, je voudrais intervenir juste sur deux aspects. On a parlé d'IA Frigale, de cas d'usage. Effectivement, Clément évoquait le fait qu'on parle beaucoup de métropoles, de régions, de grandes communautés d'agglos. Et je sais aussi qu'aujourd'hui, on parle de réplicabilité. Et je voudrais savoir, à l'échelle d'une plus petite interco, ce que peut être cette réplicabilité. Parce que dans les cas d'usage, on va sortir des codes sources et plein de choses comme ça. Mais forcément, je pense qu'il y aura un impensé nouveau, c'est comment on le décline à une plus petite échelle, avec des moyens humains, financiers bien plus faibles. Et est-ce qu'il faut penser aussi cette réplicabilité, soit à une petite échelle, soit se greffer sur un outil qui pourrait être commun? On parle de regroupement, mais quand une région traite d'un sujet qui peut intéresser notamment l'interco, parce qu'on a des sujets communs, penser à comment on peut aider chaque interco à cet outil. Pas forcément s'approprier l'outil et le mettre et l'utiliser dans notre collectivité parce que ça fait beaucoup de choses, mais cette réplicabilité vraiment sous tout point de vue. Par ailleurs, par rapport à la sensibilisation ou l'appropriation, vous avez effectivement des collectivités qui ne se sentent pas concernées. Mais c'est effectivement un problème d'appropriation. Hier, je travaillais sur l'atelier données et transition écologique, et on voit que beaucoup de collectivités n'ont pas ouvert leurs données, notamment, ou ne savent pas utiliser les données, entre autres faute de connaissance du sujet. Donc on ne va pas discuter IA si on n'a pas encore réglé, je vais dire, la question de la donnée. Et donc c'est un très gros travail. Et il n'y a pas très longtemps, j'étais en réunion avec d'autres élus et j'ai assisté à des conversations complètement lunaires
sur l'un qui dit « Ah, l'IA, faut y aller, faut qu'on y aille, c'est l'avenir, il faut foncer », et l'autre qui disait « Mais non, surtout pas, ça fait peur ». Enfin, il y a vraiment un manque de culture. Mais une autre chose qui me fait peur, c'est je vois des DG notamment, parce que plutôt au niveau service, qui veulent absolument l'outil qui va bien, parce que ça va leur simplifier la vie, mais là encore, sans avoir réfléchi aux conséquences et à tout ce que ça comporte en termes de coûts, mais aussi de coûts humains, hein, parce qu'il faut en parler. Voilà, donc c'est des tas de sujets sur lesquels je voulais revenir. Merci. S'il y a un DG ou une DG qui veut réagir. Alors attendez, madame, juste en réaction, on va prendre... alors c'est en réaction, mais juste assez court, parce qu'on a une question, il y avait une personne qui avait levé la main juste... Bonjour, Karine Briand, je suis DGS de la communauté de communes Vallée des Beaux-Alpes dans les Bouches-du-Rhône. Les DG se saisissent du sujet depuis un bout de temps. Moi, aujourd'hui, mon poste de DGA qui a été lancé, sa mission, ce n'est pas un DGA traditionnel, c'est la mise en place de l'IA. Avec tout l'accompagnement métier qui est nécessaire, avec qu'est-ce qu'on prévoit, combien ça coûte, quelles sont les projections, l'aide à la décision sur les élus. Donc les DG, en général, réfléchissent de façon systémique sur leur organisation. Excusez-moi, vous êtes de quelle collectivité, pardon? Communauté de communes Vallée des Beaux-Alpes. D'accord, merci. On va prendre la question depuis un petit moment. Monsieur, oui. La main. Ah, bonjour à tous, Mathieu Gaget, vice-président de la communauté d'agglomération Porte de l'Isère. La question n'est pas de moi, mais de ChatGPT. En effet, je viens d'interroger mon téléphone sur quelles questions je pourrais poser à des responsables publics à propos de l'intelligence artificielle. Merci beaucoup, mais attendez de voir la question. ChatGPT me demande de vous poser la question suivante. Comment l'intelligence artificielle peut-elle être utilisée pour améliorer l'efficacité des services publics? Je trouve la question ultra pertinente. Légèrement autopromotion. La question ultra pertinente, je l'adresserai particulièrement au CNFPT, s'il vous plaît. Comment est-ce qu'on peut améliorer l'efficacité et est-ce que sur le long terme, ça ne va pas bousculer l'organisation des métiers dans la fonction publique territoriale? Et est-ce qu'il n'y a pas un certain nombre, notamment d'assistants administratifs de catégorie C, qui ont un petit peu de soucis à se faire pour l'avenir? Alors, est-ce que vous pouvez, pendant qu'on réfléchit à la réponse, nous, demander à ChatGPT la réponse à cette question? On sera comparé comme ça. Il y a toujours un temps d'avance, c'était la troisième partie de notre table ronde. Alors, si je reprends dans l'ordre les questions, donc sur la question de l'IA qui nourrit l'ingénierie ou l'administration, peut-être Juliette, vous vouliez répondre ou un autre intervenant à deux voix, alors en quelques mots, mais... Oui, je pense qu'il y a les deux pans. Il y a l'IA pour l'ingénierie. Nous, on voulait vraiment des cas d'usage pour la transition écologique. Donc, pour une meilleure connaissance des dynamiques du territoire, je l'ai dit, une meilleure anticipation des risques aussi, favoriser l'adaptation et l'atténuation du changement climatique. Donc là, on a vu qu'il y avait des opportunités pour des côtés... vous l'avez mentionné, d'ingénierie. Maintenant, je le disais, c'est plutôt des l'IA traditionnelles. Sur l'IA générative, on voit que ça peut aussi aider pour les tâches administratives. Ça ne concernait pas du coup les cas d'usage que je vous ai présentés, puisqu'on était vraiment sur le pan transition écologique, mais ça a pu concerner d'autres appels à projets portés par l'État, notamment pour accélérer les usages de l'IA générative dans l'économie. Aujourd'hui, effectivement, il peut y avoir des évolutions qui vont être engendrées. On l'a vu dans les comptes rendus de réunions, ça peut aller beaucoup plus vite avec l'IA. Après, on le voit quand même, il y a des erreurs, il y a des choses qui sont pas totalement... les réponses ne sont pas forcément conscientes du contexte d'une collectivité, d'une réunion particulière. Donc, il faut toujours une supervision humaine, en fait, finalement, sur ce qui est proposé. Donc, en fait, c'est plutôt une évolution des métiers et une adaptation des métiers plutôt qu'un remplacement, en tout cas. C'est comme ça que je le vois. Peut-être pour compléter là-dessus, effectivement, on a des intelligences artificielles qui s'intéressent plutôt à l'interne, hein, c'est plutôt le sens de votre question. Il y en a qui existent depuis longtemps, qui sont des systèmes d'algorithmes qui permettent de faire un certain nombre d'opérations plus rapidement, de manière automatisée. Il y a des risques inhérents à ça, on y reviendra peut-être, qui sont les risques de discrimination, les risques de catégorisation. On a un recours auprès du Conseil d'État en cours actuellement auprès de la CNAF
qui est accusé de stigmatiser une certaine partie de la population pour centrer ses contrôles sur des gens qui sont déjà en situation extrêmement difficile. Donc ça, c'est quelque chose qui est très lourd et qui est très important en matière d'éthique et de la manière dont on rend un service public pour toutes les personnes. Donc là, on est sur un enjeu extrêmement fort auquel il faut faire très attention. Et il y a un cadre qui est un cadre européen, on l'a cité tout à l'heure, qui n'a pas besoin d'être transposé par la loi française pour exister, hein, et qui définit les enjeux de risque. Donc si vous voulez, on y reviendra, mais c'est quand même des points très importants. Par exemple, classer des CV de recrutement pour des cadres en interne, c'est quelque chose qui est qualifié comme à haut risque. Parce qu'il faut voir quels sont les critères qu'on va mettre en place. Est-ce qu'on est sûr qu'on ne fait pas de la discrimination de manière systématique, sans même le vouloir peut-être, hein. Donc là, c'est des premiers niveaux d'enjeux qui sont assez forts. Après, sur la question des métiers, ça va être beaucoup... il y a deux enjeux principaux. Il y a est-ce que, et ça existe dans un certain nombre d'organisations, est-ce que l'intelligence artificielle est faite pour faire performer le plus possible l'humain? Est-ce qu'on voit des cas, hein, où c'est l'IA qui gère les plannings et qui donne des cadences complètement infernales aux organisations? Donc c'est un premier risque important. Deuxième risque, effectivement, des intelligences artificielles qui font plus vite, plus rapidement un certain nombre de tâches. On a dit les comptes rendus. Il y a aussi tous les métiers de la communication, hein, pour faire des images, pour créer des campagnes, pour écrire des messages, pour la presse, tout ce qui est synthèse, etc. Il y a des risques immédiats puisqu'effectivement, ça va très très vite. Et quand on dit qu'on va donner la priorité à l'humain, il faut faire attention à le faire de manière opérationnelle. C'est-à-dire que si on se dit juste « oh ben non, l'humain va décider et on ne veut pas faire ça, on va former les gens », ça ne va pas suffire. En réalité, si on ne met pas en place une organisation pour pouvoir tenir ça, on ne pourra pas le tenir. Donc c'est vrai que dans l'impact sur les collectivités, et même si aujourd'hui le niveau de maturation des acteurs n'est pas suffisant, je pense qu'il y a un message commun qu'on peut porter ici, qui est de dire qu'il faut absolument mettre ça auprès des DGS, comme le disait Madame, pour organiser, parce que nous, on a fait intervenir des chercheurs en matière qui travaillaient notamment au Labour IA, qui est une entité qui avait été créée par Elisabeth Borne pour anticiper l'impact sur les métiers de l'intelligence artificielle. Et ils ne sont pas sûrs de grand-chose, hein, clairement. Les trucs qui sont certains, c'est que, ça va avoir un impact organisationnel fort, ça va transformer les organisations, ça remet en cause les hiérarchies internes, parce que finalement, l'intelligence artificielle est moins intéressante pour des cadres A ou pour des gens très expérimentés. Ce n'est pas forcément une question d'ailleurs de niveau, mais plus une question de compétences métiers. Par contre, elle fait monter d'un cran des personnes qui comprennent, enfin, qui savent rien faire, en gros. Hein. Et donc, le problème, c'est que si on est tenté comme ça de remplacer des gens expérimentés par des nouveaux arrivants appuyés par l'IA, ben on va perdre la compétence qui permet de contrôler l'IA elle-même. Donc, il y a quand même là des vraies réflexions de fond à porter. Je schématise un peu, mais c'est pour poser les éléments. Et ça fait partie des éléments de contrôle. Donc il n'y a pas une disparition automatique, mais si on n'anticipe pas et si on ne met pas en place les conditions de maintenir, alors oui, il y a des risques forts de perte d'emploi ou de soumission de l'organisation à des rythmes qu'on n'a pas forcément voulu. Pardon. Merci Céline. Juste, je tiens à ce qu'on réponde aux questions. Donc il y avait une question aussi sur l'enjeu autour de l'eau. Et peut-être Juliette, un mot là-dessus. Et puis je donnerai aussi sur les enjeux qui ont été évoqués sur la réplicabilité et l'appropriation de ces enjeux, notamment au niveau des élus. Ça pose des questions de formation. Donc je donnerai la parole à France Burgy également juste après. Oui, sur l'eau, sur le côté opérationnel, je vais être assez brève. Comment ça prend la forme? En fait, on réutilise du coup le maximum de données qu'on peut avoir sur les opérations qui ont déjà pu être faites sur les réseaux d'eau. On a l'historique de ces données. Ça nous permet d'anticiper en fait là où on va avoir le plus de risques d'avoir des fuites sur le réseau. Donc, on a des cartographies qui nous donnent vert, tout va bien a priori, orange, il y a peut-être des risques, rouge, risques très probables. Et en plus, on instrumente aussi
aussi les agents qui vont sur le terrain pour détecter les fuites, pour les aider donc à partir de prélèvements sonores à bien identifier donc où sont les fuites et aussi quelle est la taille des fuites. Mais pour ça, pour vraiment le côté encore plus opérationnel, je vous conseille de prendre contact du coup soit avec la start-up, soit avec la collectivité qui gère le projet. Merci. France Burgy, vous vouliez réagir sur la dernière question? En fait, c'était sur la question de l'efficacité du service public, puisqu'elle me plaît bien, celle-là. C'est pas parce qu'on génère des comptes rendus de réunion que la réunionnite va disparaître. Et dans nos collectivités, la première maladie, c'est sans doute la réunionnite. Donc, je pense que, je prends cet exemple à dessein, c'est que on l'a vu sur d'autres sujets technologiques, mais la première chose à faire, c'est réinterroger le sens du service qu'on rend et l'utilité du process qu'on mène. Après, on en reparlera plus à fond sur la suite, mais par rapport à la question qui est posée, je pense que vraiment, pour ne pas manquer la cible, il faut arriver à remettre cette question-là devant, parce que sinon, effectivement, pour des problèmes qu'on va penser des gains de productivité, on va automatiser des tâches sans forcément penser qu'a priori, on pourrait se demander si elles servent à quelque chose. Alors, allez-y, vous voulez réagir, oui, non, j'aimerais rebondir très rapidement sur votre propos, avec lequel je suis totalement d'accord. C'est-à-dire que, et je l'entends un peu là, actuellement, dans les questions qui sont posées, etc., mais il y a un peu ce côté, l'IA va nous aider ou va nous permettre de résoudre des problèmes auxquels, en fait, on ne s'est jamais trop penché. Et de façon un peu magique, parce qu'en fait, le terme IA est tellement flou qu'on y met tout ce qu'on veut, et il y a quand même ce côté magique derrière. Alors que peut-être avant de se dire on va déployer l'IA, il faudrait se questionner sur les process en cours, ce que vous venez de dire, et potentiellement déjà il y a des choses à améliorer dans les outils numériques qui sont utilisés. Enfin, à titre personnel, en tant que designer, je vois tout un tas d'outils, c'est des outils de torture où les agents doivent refaire 3000 fois les mêmes actions, doivent créer des chemins de contournement, etc., pour réaliser leur mission. Typiquement, tout ce genre de cas, ce n'est pas l'IA qui va les résoudre, c'est de refaire un travail sur les outils numériques existants. Merci. Il y avait 2 autres questions. Alors, on va être en retard sur le déroulé, mais ce n'est pas grave, c'est un atelier interactif. Une question ici et une question un peu plus haut. Madame, si c'est possible de donner un micro. Oui, merci beaucoup, mesdames, parce que là, je pense qu'on touche la partie 0 du sommaire. Si vous pouvez remettre le sommaire. Parce que l'interrogation sur les processus est absolument centrale. Est-ce que vous pouvez vous présenter Jacques Boudot, directeur général des services d'une communauté d'agglomération. C'est pas parce qu'on utilise l'intelligence artificielle sur un processus à la con qu'il va devenir intelligent. Ben ouais, mais bon. Et justement, c'est ça qui en fait est intéressant dans la partie 0 de ce sommaire. C'est que l'une des principales craintes qu'on peut avoir face à cet effet waouh, c'est de transformer un processus qui prend 2 heures en 2 secondes. Certes, mais il ne va pas devenir plus intelligent, surtout s'il est inutile. Donc je pense qu'il y a un premier préalable, c'est s'interroger sur nos processus, sont-ils utiles ou pas, pour engager ensuite un effort cognitif et technologique et un investissement de forme extrêmement important pour pouvoir l'automatiser. Ça, c'est la première chose. Mais le principal risque, finalement, pour rebondir sur les processus à la con qui pourraient devenir intelligents si on utilise l'intelligence artificielle, ne croyez-vous pas que le grand risque, finalement, c'est de sombrer dans une forme de paresse organisationnelle? C'est-à-dire que, puisqu'on a optimisé avec une réponse absolument magique l'efficacité des services publics, finalement, on n'a plus besoin de se réinterroger sur un certain nombre de processus. Donc, l'IA est-elle un facteur de paresse organisationnelle? Vous avez 3 heures. On va prendre la question de monsieur le Président. Oui, bonjour, Christophe de Gruel, président de l'agglomération de Blois. Je précise que j'ai la chance d'avoir un directeur de cabinet, ancien professeur de mathématiques en école d'ingénieur et qui est très branché IA. Alors, toutes les questions qui ont été posées, les réponses que vous avez proposées, tournent plutôt autour de l'organisation du service public, autour des métiers, autour des compétences. Mais l'IA peut aussi interpeller les élus dans leur pratique de gouvernance. Alors, en quoi
Pour vous, l'IA peut être utile à l'étude, non pas comme chef de l'administration, mais comme chef d'une majorité, une majorité de projets, comme animateur politique. Je précise qu'à Blois, avec Jean-Michel, on a, enfin c'est surtout lui qui le fait travailler, mais il mobilise ChatGPT quand je lui pose certaines questions plus de nature politique. Et ce petit ChatGPT qui est à nous, hein, qui est notre secret au directeur de cabinet et au président, on l'a appelé Léon, parce qu'on aime bien Léon Blum. Voilà. Alors ça, c'est une question peut-être plus pour c'est moi. pour vous. Merci pour ta question. Il y a eu une étude, je ne sais plus, alors chercher rapidement, je ne suis pas aussi rapide que ChatGPT, mais en gros, une question a été posée aux habitants. D'ailleurs, je crois qu'au Japon, je vais me dire qu'au Japon, on a proposé aux gens lors d'un vote de pouvoir voter pour une intelligence artificielle qui pourrait diriger en lieu et place finalement des humains, donc la société japonaise. Je crois que cette IA a eu 9% des voix. Et quand je ne sais plus quelle étude j'avais aussi lu, où on était monté presque jusqu'à 15 ou 17% des gens qui étaient prêts finalement à céder leur liberté ou leur droit d'agir donc à une intelligence artificielle, considérant que la machine serait finalement meilleur gestionnaire que nous. Je crois que on l'a vu, là on est depuis tout à l'heure, en fait, je crois qu'il ne faut pas qu'on qui méprise ce matin. Il n'y a pas d'un côté ceux qui défendent l'intelligence artificielle et ceux qui disent attention, c'est dangereux. Parce que si on va sur ce champ-là, on va parler des fake news, on va parler du complotisme, on a parlé de la fiabilité ou des biais dans les données, etc., etc. Et on va parler de la société, son évolution. Bien sûr qu'au final, c'est un débat de société. Quelle place pour l'IA? Quand on voit que ça va avoir un impact sur le travail, on pourrait avoir donc les mêmes réflexions qu'on a eues dans les années 80 quand arrivait l'informatique, dans les années 2000 quand est arrivé le numérique, et aujourd'hui avec l'IA. Sauf que, comme souvent, la technologie arrive avant le débat, et donc le risque, c'est d'avoir une approche technocentrée. Donc ici, le sujet, c'est pas de dire c'est super l'IA, allons-y, c'est de se dire ensemble, l'IA est là, l'IA se déploie rapidement dans des visions économiques qui nous dépassent, comment ensemble finalement on l'appréhende, et comment finalement on le met à la main pour ne pas perdre la gouvernance finalement en tant que telle, et d'en faire surtout un outil d'aide à la décision pour les élus, et d'être un outil d'aide à l'exécution de tâches, côté donc administration, donc les deux jambes du service public de proximité. Et donc c'est pour ça qu'il y a l'IA, on va dire générative, qui produit du contenu, qui va faire, donc qui va nous amener à régler les tâches répétitives. On sait bien qu'aujourd'hui, 25% des métiers globalement, notamment les métiers support dans une interco, notamment enfin une collectivité territoriale, vont être réalisés par ce type d'outils. Mais à côté de ça, au-delà de la classification, d'avoir d'outils prédictifs, moi, c'est hyper important. Et ce qui a été évoqué tout à l'heure sur les enjeux d'aménagement du territoire, en disant je mets une école là, je mets une usine là. Qu'est-ce qui se passe en termes de mobilité, en termes d'empreinte carbone, en termes de ressources? Ils prélèvent combien? Ça se passe comment? Tout ça, on n'a pas les outils, nous, en tant qu'élus. La vérité. On est souvent à l'intuition parce qu'on a une vision. C'est bien ça qu'on attend des élus, une vision. Là, c'est d'avoir toujours une vision, l'envie de rêver, mais à ce moment-là, avec des outils de test qui vont nous permettre de voir ce qui va se passer et les conséquences systémiques de telle ou telle décision. Donc, on va être effectivement dans quelque chose de plus, on va dire, préparé. Et ça, je pense que c'est hyper intéressant pour les élus. Je suis toujours épaté, moi-même, en tant qu'élu. L'autre jour, on parlait des mouvements dans la commune. J'ai une commune de 25 000 habitants. Et on me dit, vous savez que vous avez 46% des ménages qui ont moins de 5 ans de présence dans votre commune, monsieur le maire. Je me dis, comment il sait ça, lui? Je ne savais pas, mais j'avais bien compris que quand je me baladais dans la ville, les gens disent bonjour monsieur, je dis plus forcément monsieur le maire. Je me dis, tiens, il y a un changement. J'avais bien compris que le numéro unique, notamment dans le logement social, faisait qu'on avait eu beaucoup de turnover, entre 17 et 20%. Mais je n'avais pas, quelque part, perçu l'ampleur du phénomène. Et donc, la conclusion de cela, c'est de dire, eh ben, on va faire un guide des nouveaux habitants. On ne l'avait pas réalisé. Donc, je pense que ça nous permet donc, à la fois de travailler sur la donnée, sur les constats. Et donc, le fait de travailler sur la donnée, je rebondis, ben, ça va nous permettre de prendre conscience peut-être de manière plus fine de certaines situations. Et deux, de pouvoir essayer donc de nous projeter dans le temps. Sur l'eau, par exemple, nous, on a participé à un programme où on a été instrumenté pour pouvoir donc se dire qu'à l'horizon 2050-2070, nos nappes phréatiques sont entre moins 20 et moins 30%. Et donc, quand on sait ça,
ça permet d'abord, de faire de la pédagogie pour les collègues, et deux, d'anticiper des politiques publiques, des investissements, et de ne plus courir après le train, mais d'essayer de poser les jalons en amont. Donc je trouve que c'est hyper intéressant de ce point de vue-là, pour aussi peut-être trouver du consensus dans nos décisions politiques. Quand chacun a sa vision du monde, parfois ça permet de faire émerger une forme de consensus quand on a au moins le diagnostic partagé sur la table. Merci. Et ça fait écho à l'atelier de hier, notamment sur la donnée, sur les arbitrages politiques, sur les projets, la data, et peut-être l'IA demain ou déjà aujourd'hui, permet le renoncement sur des projets ou des réorientations des projets du territoire en tant qu'élu local. On avance un petit peu dans le déroulé et je vais donner la parole à Estelle Harry. Donc, nous avons la chance d'avoir une chercheuse autour de la table. Et on va répondre à la première question. Monsieur le maire nous invitait à nous intéresser à l'humain, même si on avait évoqué aussi les élus locaux et les agents. Estelle, vous avez donc contribué à l'outil d'IAG Albert, qui est donc un outil IA générative utilisé, expérimenté dans les maisons France Service. Et vous, en tant qu'élu local ou DGS, des agents de votre collectivité travaillent dans les maisons France Service. Et au passage, on n'a pas demandé aux collectivités si elles souhaitaient faire part de cette expérimentation en amont. En tout cas, il n'y a pas eu de discussion avec l'État au préalable. Et c'est un des enjeux pour notre association. Mais je vous laisse la parole pour rentrer un petit peu dans un cas d'usage, un cas pratique. Merci beaucoup. J'aurais peut-être une question à main levée. Qui a entendu parler d'Albert ? Pas tout le monde. Pas tout le monde. Il n'est pas si célèbre que ça, le pauvre. Alors, pour remettre un peu en contexte ce projet, donc Albert, c'est un projet d'IA générative dite souveraine qui est porté par la Direction interministérielle du numérique, que je vais appeler DINUM pour tout le reste de cette intervention. L'idée, c'est de répondre à un certain nombre de problèmes qui ont été un peu évoqués là, lors des prises de parole. Donc, par exemple, le fait que quand on utilise ChatGPT, on a les données qui partent aux États-Unis, etc., etc. Si l'État met à disposition une IA générative par elle-même, par ses propres moyens, forcément tout un tas de ces types de problèmes disparaissent. Donc ça, c'était un peu l'idée derrière Albert. Et effectivement, l'un des premiers endroits où cette technologie a été expérimentée, ce sont des maisons France Service qui se sont portées volontaires pour justement faire le test de cette technologie. Donc ça, c'est pour le contexte. L'hypothèse derrière ça, c'était de dire les conseillères France Service, quand elles reçoivent des usagers, parfois elles n'ont pas les réponses forcément à la situation de l'usager, forcément. Et donc si on a cette IA générative, forcément ça va améliorer la recherche d'informations et ça va aider les conseillères dans leur travail. Donc ça, c'est vraiment l'hypothèse de base. Albert a été déployé à partir de mars-avril de cette année dans ces maisons France Service et je vais être assez direct en fait sur ce qui s'est passé en pratique. C'est-à-dire que l'observation ou la conclusion qu'on peut avoir pour le moment, c'est que en fait Albert ne change pas grand-chose au problème initial et en termes de plus-value d'usage, on n'est pas sur quelque chose de franchement intéressant, si je puis dire. C'est-à-dire que par rapport à d'autres outils que les conseillères utilisent déjà, donc des moteurs de recherche, de la documentation interne, etc., ou bien des sites qui sont déjà produits par l'administration, et je pense notamment au site servicepublic.fr, en fait, la plus-value par rapport à ces outils-là, Albert n'est pas forcément se distingue pas spécialement. Et en fait, la raison pour laquelle l'effet waouh qu'on a eu avec ChatGPT, c'est pas forcément reproduit là dans ce contexte très précis, c'est lié au fonctionnement même en fait de cette technologie. Tout d'abord, les modalités d'interaction, c'est-à-dire que en fait, c'est comme avec ChatGPT, si vous voulez parler à Albert, il faut formuler des questions, ce qui vous prend généralement un peu plus de temps que lorsque vous mettez des mots-clés dans un moteur de recherche. Et en plus,
Vu le mode de fonctionnement des donc, grands modèles de langue, qui est vraiment la technologie en tant que telle, qui est sous-jacente à Albert, la façon dont vous posez votre question va avoir un impact direct sur la réponse formulée par Albert, et donc la pertinence potentiellement de la réponse. C'est-à-dire qu'en tant que conseillère, il faut vraiment que je réfléchisse à la façon dont je formule ma question pour être à peu près sûr d'obtenir la bonne réponse derrière. Ce qui est quand même un travail cognitif un peu supplémentaire par rapport aux outils qu'elles peuvent avoir par ailleurs. Et l'autre problème un peu qui se pose, c'est que ces outils d'IA générative, comme elles ont une logique, si je puis dire, probabiliste, c'est-à-dire que le texte qu'elles génèrent, c'est un texte qui est a priori la réponse la plus probable à la question qui a été posée. Le truc, c'est qu'il faut toujours vérifier en fait si c'est bien la bonne réponse par rapport à ce qu'on cherchait. C'est-à-dire que Albert, mais en fait ChatGPT le fait aussi de façon assez systématique, et encore plus que Albert pour le coup. Parfois, en fait, la réponse va être à côté de la plaque, va aller vous chercher les mauvaises informations. Potentiellement, ça peut même vous inventer des informations parfois. Donc, en fait, il y a toujours un travail de vigilance pour le coup par rapport à la réponse générée. Qui pose quand même un peu souci. C'est-à-dire qu'on peut se dire, effectivement, quand on utilise un moteur de recherche classique, il faut aller vérifier les différentes sources, il faut passer de page en page, etc., pour comprendre l'information. Là, on peut se dire, effectivement, avec un outil d'IA générative, la réponse est générée et tout va bien se passer. Mais en fait, vu les limites, si je puis dire, de la technologie en tant que telle, le travail de vérification des sources, de croisement d'informations est toujours nécessaire. Donc, en pratique, en fait, là, dans ce cas d'usage très précis, on n'est peut-être pas forcément sur une utilisation la plus probante, on va dire, de l'IA générative. D'accord. On va voir si ça suscite des questions en salle, peut-être, sur cette première... Oui, madame, au milieu. Juste au milieu, là. Peut-être s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas à lever la main, comme ça on anticipe au niveau du micro. Non. Oui, bonjour, José Argentin de la communauté de communes de Melun-Val-de-Seine en Ile-de-France. Donc, oui, de l'agglomération Melun-Val-de-Seine en Ile-de-France. Donc, moi, j'ai plusieurs remarques par rapport à ce qui a été dit. C'est vrai que, du coup, Albert, qui est sous le sigle de la souveraineté, la difficulté, c'est qu'il y a toujours des avantages et des inconvénients. Mais du coup, sur ChatGPT, c'est vrai que lorsqu'on pose des questions, on n'a que des références américaines. Donc ça, c'est déjà une première problématique parce qu'on ne voit pas le monde de la même façon. Donc ça, c'est quand même quelque chose qu'il faut mettre en avant. Et d'autre part, j'ai également suivi une formation sur l'IA. Et donc, la personne qui intervenait nous a donné une image assez intéressante pour nous faire comprendre un peu l'enjeu que nous ne maîtrisons pas d'ailleurs, hein, que même peu de personnes maîtrisent parce qu'en fait, on ne comprend pas tout bien les tenants et les aboutissants. Donc cette personne nous a proposé cette métaphore en disant voilà, qu'il avait rencontré donc, un chef cuisinier étoilé, donc voilà. Et puis un jour, il a été amené à rencontrer le cookéo. Alors il s'est dit, mais quand même, c'est complètement à l'opposé des compétences que me demande dans le cadre de mon métier. Et puis, tout compte fait, il l'a exploré parce qu'il est bon pour voir ses avantages. Et donc, du coup, aujourd'hui, ce chef utilise Cookéo pour faire toutes les tâches du style les pâtes à gâteau, etc. Ce qui demande beaucoup de temps, mais qui ne demande pas forcément de la compétence spécifique de son métier. Et donc, du coup, voilà, les deux sont alliés. Et je pense que l'IA, c'est vraiment ça comme outil. C'est-à-dire, c'est un outil supplémentaire qu'on a à notre disposition qui permet, par exemple, la dernière fois, on a reçu un document, alors que moi, j'appelle monstrueux, sur Île-de-France Mobilité, improbable, un document qui faisait je ne sais pas combien de pages. Et c'est vrai que l'IA peut effectivement compulser toutes ces données pour nous dire, par exemple, on lui demande quels sont les trois éléments, les trois concepts principaux, etc. Et donc, ça permet effectivement de faire ce résumé, parce que ce sont des données. L'IA, en fait, c'est une grande bibliothèque qui va nous permettre d'aller chercher un certain nombre de données. Et ça n'empêche pas effectivement la supervision, mais comme dans toutes les tâches. Donc, encore une fois, je pense que c'est une réflexion qu'on doit avoir sur l'outil en lui-même et la requête qu'on souhaite en avoir par rapport à l'avancée de l'avenir de nos professions. Merci, madame.
Une deuxième question sur la gauche. Oui, merci. Vincent Lemot, donc président de Guingamp Paimpol Agglomération. Et c'est dans une autre fonction que je vais intervenir de président de centre de gestion des Côtes d'Armor. Pour l'anecdote, j'ai participé à un colloque Saint-Yves, qui est le colloque des avocats qui se produit dans mon territoire. Et l'anecdote est la suivante, c'est que l'intelligence artificielle utilisée par un avocat pour écrire son mémoire l'a amené sur une jurisprudence du Chili qui a été rapportée à une jurisprudence française. Et c'est le président du tribunal administratif qui a constaté effectivement l'erreur. Donc il y a effectivement une nécessité systématique de mettre de l'intelligence humaine pour effectivement vérifier. L'IA, ce n'est qu'un outil accélérant le temps pour ceux et celles qui l'utilisent avec intelligence. Mon observation, elle est plus sur la déontologie. C'est l'observation que la dernière personne qui a pris la parole à la tribune a essayé de mettre en avant. La question de la déontologie quand il s'agit notamment de traitement de données très personnelles, voire confidentielles. Et aujourd'hui, moi, je constate qu'on maîtrise de moins en moins la donnée confidentielle. Je prends par exemple le secret médical que l'on doit mettre en œuvre lorsqu'on fait passer nos nombreux fonctionnaires en commission médicale. Et je constate que maintenant, les dispositifs informatiques, les logiciels, les dispositifs que l'on avait auparavant dans nos ordinateurs, dans nos banques de données, dans nos mairies ou dans notre centre de gestion, dans nos centres de gestion, sont déjà aujourd'hui déportés sur des clouds ailleurs, et souvent de fois par des entreprises privées type Berger-Levrault, type Cyril. Et effectivement, on n'a plus la maîtrise de la donnée confidentielle. Or, on sait qu'il peut y avoir des traitements pour d'autres usages. Et c'est là où, aujourd'hui, il y a une déontologie à mettre en place de façon très claire, très juridique, pour effectivement éviter des traitements de données qui ensuite vont permettre soit un assureur, soit une banque, soit je ne sais qui, de voir la sinistralité dans sa collectivité, d'appliquer des tarifs différenciés, sans qu'il n'y ait eu débat, discussion sur les origines des difficultés, des sinistralités dans telle ou telle collectivité. Donc, à mon avis, c'est là aujourd'hui où on a le manque de garantie sur vraiment l'utilisation déontologique de ces données qui sont normalement cadrées dans le cadre de la confidentialité de données personnelles. Et l'exemple que je prends, donc, c'est la médecine du travail. Merci monsieur, merci pour ces deux questions. Alors, il y a des questions qui sont relatives à la source des données et qui sont liées à la souveraineté aussi de l'État français dans les solutions choisies. On a aussi des questions sur la jurisprudence et la déontologie. Et puis, il y a le RGPD qui existe, notamment en données confidentielles. Hein, vous y êtes tous soumis, avec des réponses parfois différentes. Mais moi, peut-être pour avancer sur notre déroulé, j'ai une question. Il faut avoir des outils donc pertinents déjà et intelligents. Donc bon, pour une IA, c'est ce que disait monsieur tout à l'heure, c'est important. Une fois qu'on a choisi ces outils de manière pertinente, il faut que je sois formé. Si je suis un agent, si je suis un élu. Et notamment formé, c'est ce que disait Estelle, à la formulation, notamment pour un outil d'IAG. Si je dois formuler une question, je me tourne vers le CNFPT. Comment vous voyez ces questions et quelles réponses vous allez y apporter? Parce que je crois que vous travaillez à ces réponses. Alors, on n'est pas directement en train de former des gens à poser les questions pour faire de l'IA générative. On est quand même très, très en amont. On va vous proposer sur la fin de l'année et puis à partir de 2025 une offre construite sur des objectifs stratégiques qui sont les suivants. D'abord, l'égalité d'accès et l'équité territoriale, parce que ça, on en a beaucoup parlé, mais il y a un vrai sujet entre les différentes collectivités. Notre deuxième objectif, c'est, comme on l'a dit, la montée en compétence de tous les agents. On a parlé tout à l'heure des catégories C, on pourra en reparler. Mais le troisième de nos objectifs, c'est la nécessité de décryptage des enjeux de l'IA pour les dirigeants. Alors, on n'a pas de compétences pour former les élus, mais on sait très bien que ça ruisselle entre dirigeants et élus. Et ce décryptage je rebondis sur l'exemple de l'avocat, à combien vous payez le service
à des prestataires extérieurs qui ne font plus appel à de l'intelligence humaine, mais à de l'intelligence artificielle. Excusez-moi, mais l'avocat en question, je ne sais pas combien il a chiffré, mais c'est en général à 200 € de l'heure. Donc, ce n'est pas la même chose s'il appuie sur un bouton d'IA. Et donc, ce décryptage de tous les enjeux par rapport à la responsabilité des dirigeants, ça va bien au-delà de l'organisation, ça va aussi les liens avec les prestataires, et là encore, sur les sujets de confidentialité. Notre 4e objectif stratégique, je le répète, et on en a parlé tout à l'heure, il est avant tout embarquer toutes les strates qui nous interrogent sur l'interrogation préalable de ce qu'on veut rendre comme service. Alors, on parle design, mais on ne parle pas que, c'est-à-dire, je ne veux pas dire les processus à la... mais en tout cas, les services rendus qui servent à rien, on ne va pas s'intéresser trop à les passer en IA. Donc, sur la base de ces 4 objectifs, on va déployer une offre progressive, parce qu'on a 2 bras et les demandes sont très nombreuses. Parce qu'actuellement, on a à faire face sur l'IA à une demande de montée en compétence sur des besoins très spécifiques, comme ce que vous avez dit, par exemple, Clément, est-ce qu'on va les former à poser les bonnes questions, etc. Et puis, en même temps, on a une demande très massive de montée en compétences des 1 900 000 fonctionnaires qui travaillent dans les collectivités d'un seul coup, parce que ça pousse de partout. Donc, il faut qu'on réponde à la fois à ces 2 choses. Et puis, ensuite, il faut que notre offre elle soit extrêmement adaptable, parce que l'IA bouge terriblement. Et les capacités à faire changent quasiment de mois en mois. Donc, il faut qu'on puisse changer les choses. Donc, en premier lieu, sur la fin de l'année 2024, on va surtout déployer des outils de sensibilisation massive, mais adaptés aux collectivités locales, et notamment un MOOC adapté aux collectivités territoriales sur les enjeux IA, parce que ça, il faudra quand même qu'on ait des choses un peu grande échelle, des webinaires, etc. Le premier objectif, il est vraiment massif. Le deuxième sujet aussi, c'est qu'on ne perde pas de vue donc, ce sujet de rapidement monter en compétences et de prendre aussi le sujet de la définition des trajectoires et du sens, et d'avoir une offre qui se développe là-dessus. Donc, voilà comment on va essayer de travailler. On va travailler avec des produits, stages, etc. Mais ce qu'on cherche aussi à faire en lien avec les réseaux, comme vous avez pu expliquer sur les interconnectés, c'est d'être alimenté en groupe d'experts et d'expérimentateurs qui capitalisent un certain nombre de cas d'usage qu'on va pouvoir utiliser ensuite en formation pour que ça essaime le plus vite possible sur du concret et pas uniquement sur de la théorie. Voilà. Puisque en fait, il faut énormément construire en marchant sur ce sujet-là. Merci. Estelle, vous voulez réagir peut-être aux questions ? Oui, c'est peut-être plus pour compléter le propos. En fait, ce qu'il faut voir aussi sur les questions du travail, c'est que potentiellement, il y a aussi des sortes de nouveaux métiers qui vont apparaître ou devoir être internalisés. C'est-à-dire que tous les systèmes d'IA ont un besoin de maintenance une partie de ce travail-là, ça ne fait pas forcément appel à des compétences techniques, ça va faire appel à plutôt des compétences de revue, si je puis dire, de ce que le modèle ou ce que ces systèmes produisent. Je vais vous donner un exemple de ce qui se passe à la Cour de cassation, si je ne me trompe pas, qui a décidé de mettre en open data ses décisions de justice. Super, c'est une très bonne idée, je suppose, etc. Le truc, c'est que pour faire l'anonymisation massive de toutes leurs décisions, ils sont passés par un système d'IA. Sauf que pour faire en sorte que ce système d'IA fonctionne, il y a eu besoin, en fait, ils ont créé un service dédié de personnes en fait, qui vont labelliser des décisions de justice pour dire bah, ce mot-là, il faut l'anonymiser, ce mot-là, il faut l'anonymiser, etc. etc. Et ça, en fait, il faut quand même l'avoir en tête, c'est que l'IA, elle ne va pas fonctionner toute seule, et il va y avoir en fait un besoin d'avoir des petites mains, désolé de le dire comme ça, mais c'est quand même la façon dont ces personnes sont considérées pour faire en sorte que le système fonctionne. Et ça déplace quand même les formes de travail de façon plus ou moins forte. Ça dépend vraiment en fait aussi des structures. Il y a, dans certaines administrations, le déplacement du travail est quand même violent pour les agents qui le vivent.
Et typiquement, quand on a... bon, là, je ne dis pas que c'est le cas dans le cas des France Service, mais on imagine une conseillère, si elle est devenue conseillère France Service, c'est pour accompagner des usagers, c'est pas pour faire en sorte qu'un système d'IA fonctionne bien. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête. C'est un peu... En fait, c'est un peu toutes ces choses invisibles qui sont nécessaires au fonctionnement des systèmes d'IA et dont on ne parle jamais et qui ont pour le coup des conséquences très directes en fait, sur le travail des agents publics. Merci. On a presque déjà basculé dans la troisième partie, donc vers un nouveau modèle de l'organisation du travail pour les employeurs publics. Donc dans cette partie-là, je voulais qu'on vous entende, monsieur le Président, sur la démarche propre à votre agglomération. Notamment, on a évoqué le temps, la part cachée de l'utilisation de l'IA des agents. On a évoqué un chiffre de 30% des agents utilisent déjà de l'IA sans le dire dans les organisations, mais peu importe le chiffre, ça veut bien dire quelque chose. Mais donc vous organisez en interne au sein de l'agglomération. Est-ce que vous pouvez partager peut-être votre retour d'expérience? Alors j'ai retrouvé mes petites notes pour vous dire que la question qui a été posée par un centre de recherche à l'Université de Madrid en 2022, c'était une étude relative au rapport des électeurs à l'IAG en politique. Alors la question était ainsi formulée: est-ce que vous seriez prêt à laisser des algorithmes gouverner à la place de vos hommes, entendez, et femmes politiques? Alors c'est 30% oui en Allemagne, 43% oui aux Pays-Bas, et en France c'est 25%. Voilà. Donc ça nous interpelle quand même. En tant que tel, mais il faut l'avoir en tête. Ce que nous avons essayé de mettre humblement en place chez nous, je vais réduire ça aux 6 femmes, c'est-à-dire sensibiliser, informer, former, animer, mesurer. On essaye finalement au sein de l'intercommunalité d'avoir donc une réflexion commune, élus et agents, pour introduire l'IA à sa juste mesure. Et donc, quand on dit sensibiliser, informer, former, c'est effectivement s'acculturer de ce qu'est cet outil ou ce qu'il n'est pas. Parce que ce n'est pas un outil magique. En réalité, on l'a dit, c'est une puissance de calcul. Et ça a été rappelé dans les usages. Il faut faire très attention à ce qui va ressortir. On a eu le cas sur le droit. C'est exactement la raison pour laquelle je ne fais pas de publicité, évidemment. Mais si vous descendez à l'étage du dessous, il y a des stands. Dans les stands, il y a des gens qui proposent des solutions. Et dans ces solutions, il y a Dalloz Lefebvre qui vous expliquera qu'il a un outil d'IA qui s'appelle Génial et qui vous permet donc d'aller plus vite sur certaines procédures administratives. Mais il vous dit, enfin moi je l'ai vu fonctionner, il ne faut pas dire non, il faut regarder quand même. L'avantage, non mais on ne va pas rentrer sur l'outil, je ne suis pas commercial, hein, mais l'avantage de ces outils-là, moi me semble-t-il, c'est que les sources sont vérifiées. Ce sont leurs sources à eux. ChatGPT va effectivement chercher ces informations là où elles sont disponibles. Eux verrouillent en fait l'outil sur leur propre production. Donc je pense que là, sur Delibia, etc., on a des sujets sur lesquels on pourra regarder, et ça a été évoqué. On envisage de faire une bibliothèque des usages, ou en tout cas des technos qui fonctionnent, qui ne fonctionnent pas, pour pouvoir effectivement, et les uns et les autres, à son échelle, il n'y a pas de petite ou grande échelle, c'est une question de volonté, me semble-t-il, certainement de moyens, mais on peut regarder comment on peut mutualiser l'expérimentation à l'échelle d'Interco de France. C'est pour nous aussi l'intérêt. C'est l'intérêt des interconnectés et participer aux nombreux travaux qui sont faits, parce que là, vous avez des clés de lecture, des outils fléchés, pour que nous puissions donc regarder l'impact que ça va avoir sur nos métiers. Et donc, on a installé une gouvernance dans l'agglomération. Cette gouvernance, elle vise effectivement à cibler les métiers qu'on va tester, avec des agents volontaires, et regarder ce que ça provoque ou pas en termes de surcharge de travail, ou ça a été d'ailleurs exprimé dans un cas concret juste avant, ou en termes de facilitation dans le travail, auquel cas le temps dégagé, comment on le remet à disposition d'autre chose. Ça, c'est pas forcément donc pour couper 100 000 emplois, j'ai entendu. Bon, je crois que les gens qui s'expriment comme cela, ils devraient regarder ce qu'on fait au quotidien. Le jour où on arrêtera de faire l'émission régalienne, ça ira peut-être mieux, mais pour l'instant, de plus en plus, on les assure, donc il nous faut du monde pour le faire. Et donc, en réalité, nous, c'est effectivement comment, notamment sur l'aspect juridique, parce qu'on m'a demandé s'il n'y avait que de l'ingénierie. Non, il y a aussi les métiers d'accueil. Hein. Albert, on en a parlé.
Mais le langage naturel, Axéo, c'est une application, c'est du langage naturel. Pour les malentendants, tout simplement, ce qu'il dit à l'oral apparaît sur un pupitre, sur l'écran à l'écrit. Donc, même pour les métiers d'accueil, ça fonctionne. Ceci étant, il faut qu'on regarde comment tout cela va donc amener à modifier nos métiers. Nous, on va essayer donc essentiellement sur les métiers support dits juridiques, mais on voit bien que si ça facilite, en réalité, il faut toujours quelqu'un derrière pour contrôler, vérifier. On aura d'ailleurs le contrôle de l'égalité. Donc voilà, donc, nous, l'idée, ça va être vraiment ça. C'est notre échelle à nous, quel métier on cible, à quel volontaire, quelle application, pour quel coût au final. J'ai pas de Disneyland, voilà, je fais attention à ce que ça ne devienne pas des jouets. Effectivement, après l'effet waouh, comme on dit en Afrique, là, sur le chemin de je ne sais pas, on arrive au village aussi, j'avais su. Donc je crois qu'il faut faire très attention dans la démarche qui est la nôtre et surtout d'engager tout le monde dans cette démarche. Et la première démarche, je pense, c'est la formation et l'information, parce qu'en réalité, on se fait un mythe. On est tous les jours sollicité par des petites applications en direct, mais ça peut avoir, pour moi, une portée assez significative pour faire le tri aussi dans le droit, parce qu'en France, nous avons quand même 10 500 lois, 400 000 normes et 135 000 décrets. Donc pour naviguer là-dedans et sécuriser nos actes, je pense que ce type d'outil peut être précieux. Merci. On voit donc qu'il y a une organisation interne aux collectivités, mais aussi l'État réorganise son travail. Juliette, peut-être une réaction là-dessus ? Oui, donc effectivement, j'ai parlé de ce qu'on fait, comment on accompagne, on encourage l'IA pour l'ingénierie dans les collectivités, mais nous-mêmes, au sein du ministère de la Transition écologique, on est en train de regarder en fait finalement quels sont les potentiels, mais surtout quels sont les besoins des agents, avec déjà quelques agents, directeurs de DREAL notamment, qui viennent nous voir en nous disant on a par exemple des contrôles qu'on doit faire sur le terrain, on doit rendre des avis par les autorités environnementales. Et en fait, on a des agents qui peut-être aujourd'hui, on a des doutes, utilisent des outils IA en ligne pour s'aider finalement à rédiger leurs avis. Et donc, face à ça, nous, il nous faut fournir des choses en interne qui permettent d'éviter que des informations sensibles, confidentielles ou des informations personnelles puissent aller sur des outils IA en ligne. Donc il y a deux choses. Donc il y a la fourniture d'outils, je vais y revenir, mais il y a aussi bien sûr l'acculturation. Et ça c'est un gros pan aussi de notre action au sein des ministères. On a choisi de passer par le biais de café IA, donc c'est-à-dire de séquences informelles, de réunions informelles d'1 heure avec des agents. Pendant une demi-heure, on leur présente l'IA, qu'est-ce que c'est, comment ça fonctionne, quels sont les potentiels, comment on l'expérimente déjà au sein du ministère, mais on passe quand même beaucoup de temps aussi sur les risques éthiques, les risques environnementaux bien sûr, et les enjeux sur les évolutions des métiers qui sont anticipés, en tout cas qui sont sur lesquels il y a des réflexions. Et ensuite, on ouvre la voie aux discussions, aux commentaires, au partage aussi d'expériences que les agents peuvent avoir sur le terrain. Et en fait, c'est très intéressant de voir qu'après ce genre de café, en fait, là où on avait beaucoup de méfiance, beaucoup d'inquiétude, on a des agents qui ressortent avec une envie de tester, mais de manière raisonnée, des outils d'IA, là où ça peut être utile et là où ça peut les accompagner. Donc nous, on a vu deux choses pour l'instant sur lesquelles on expérimente et on avance. La première, donc je le disais, c'est on a des autorités environnementales donc, qui sont chargées de rédiger des avis sur, par exemple, des projets d'implémentation d'éoliens, des projets d'usines, etc. Et donc généralement, ils ont des dossiers d'un millier de pages à consulter pour ensuite donner un avis dans un temps assez restreint. Donc on les accompagne. La première chose, c'est pour la possibilité de faire de la recherche intelligente dans ces textes, dans ces dossiers de 2000 pages, donc de poser des questions, comment sont traités les enjeux de pollution sonore par exemple, et ensuite d'avoir accès à des avis qui ont déjà été rendus par les autorités environnementales et qui sont proches du projet qui est inspecté à ce moment-là. Donc ça permet effectivement d'avoir un alignement finalement des avis qui sont rendus
attendu sur tel ou tel projet. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, on voit aussi on est une très grande administration, on produit beaucoup d'expertise, beaucoup de rapports. Aujourd'hui, l'enjeu, c'est aussi de donner accès à cette expertise à tous les agents. Un nouvel arrivant qui se pose une question, comment est-ce que... je ne sais pas, les enjeux de biodiversité sont traités au sein du ministère, quels sont les rapports les plus importants, etc. Et donc, on produit un outil finalement qu'on voit, qui ressemble à celui, par exemple, pour interroger les textes de loi. On va interroger tous les rapports produits par le ministère, produits par l'ADEME, produits par le CEREMA, pour trouver une information ou une autre. Et là, sur l'évolution des compétences, on a déjà vu quelque chose d'intéressant. C'est qu'en fait, on a du coup une montée de l'importance finalement des travaux de la mission documentaire de notre ministère. Qui doit, elle, s'assurer de concaténer tous les rapports qui ont été faits, de s'assurer de leur bonne classification et de s'assurer aussi qu'ils sont à jour. Et donc des rapports, par exemple, qui seraient plus d'actualité, ne soient plus présents dans la base de données et qu'on n'ait plus donc accès à des rapports qui sont passés. Et en fait, on voit donc les missions documentaires reprennent beaucoup d'importance aujourd'hui parce qu'elles sont le fondement de la donnée sur laquelle les modèles d'IA vont répondre. Et donc, il faut les remettre au centre du jeu pour que ça fonctionne. Merci beaucoup. Alors, on prend juste une dernière question parce qu'on va devoir clôturer. On voulait parler aussi, on a beaucoup parlé des agents, mais on a assez peu parlé des usagers du service public. On souhaitait aussi parler des modèles de déploiement territoriaux, puisque plusieurs modèles sont possibles. En effet, on a évoqué un peu l'application IAG de l'État Albert. Ça peut être un modèle en dialogue avec les collectivités à développer. On peut aussi encourager les solutions dans les territoires, dans vos territoires. C'est un autre modèle avec le système d'appel à projet ou un mix des deux en fonction des politiques publiques. Mais on n'aura pas le temps d'aborder cette question. Donc je prends une dernière question. D'accord, ok, très bien. Eh bien, écoutez, je laisse peut-être le mot de la fin à France Burgy qui voulait réagir et je laisserai Monsieur le Président Olivier Cacquer conclure cette table ronde. Oui, je voulais juste me permettre de sortir un tout petit peu du sujet parce que lorsqu'on va rentrer dans cette nouvelle phase très technologique, il ne faut effectivement pas qu'on oublie qu'attend notre usager et l'attente des citoyens. Et moi j'ai eu l'occasion aussi de discuter avec des industriels qui ont depuis longtemps travaillé sur ces sujets d'IA. Je pense notamment à tout ce qui est relations clients, qui ont été dans les premiers à travailler là-dessus, notamment Arnaud Delacoste qui a été biberonné ici en Normandie, et qui disait il y a déjà quelques années, attention, l'attente de la valeur ajoutée des usagers, des entreprises, des citoyens et tout, elle se déplace aujourd'hui vers l'empathie, vers le dialogue et vers ce qui est de l'émotion. Et le renouvellement politique local qui se prépare, il va je ne sais pas s'il va plus se faire sur le croisement, s'il va beaucoup s'intéresser au potentiel d'innovation ou est-ce qu'il va beaucoup s'intéresser à l'identité quelque part affective des collectivités par rapport à leur capacité vis-à-vis de l'usager de proactivité, de personnalisation de services, de protection de la donnée, de leur donner confiance, d'être en proximité. Et moi, le message que je voudrais passer, c'est de dire peut-être que ces réflexions qu'on a menées pour justement passer un certain nombre de choses en IA pour éviter de le faire, et bien que cette énergie, on puisse la mettre au service de la construction d'une transition démocratique aussi et d'une transition sociétale qui est vraiment au cœur de vos préoccupations politiques au sens noble et qui me semble vraiment l'urgence dans nos collectivités aujourd'hui. Voilà, c'était vraiment là-dessus et pas trop à automatiser les choses qui sont en place telles qu'elles sont parce que je crains qu'on s'éloigne encore plus de l'usager si on lui répond automatiquement une réponse qui ne lui plaît pas. Je vous laisse conclure, Monsieur le Président. Vous avez... Pour poursuivre sur ce sujet passionnant, vous avez à l'écran les 2 rendez-vous prochains côté Intercommunauté de France, notamment la commission numérique. Et pour ma part, je vous remercie pour vos questions et votre participation active. Et je cède la parole, le mot de conclusion à Monsieur le Président.
Alors, en conclusion, je pourrais plagier une ancienne publicité qui disait « un verre ça va, 3 verres bonjour et dégâts ». Donc, une application d'IA ça va, 3, ça peut devenir compliqué. C'est un peu la conclusion finalement que on peut ne pas s'opposer à l'évolution technologique, mais il faut effectivement qu'elle ait du sens, c'était rappelé, et qu'elle serve l'intérêt collectif, l'intérêt commun, et qu'elle soit conforme aux valeurs que nous portons dans ce beau pays. J'ai, pour terminer, juste posé la question à ChatGPT de savoir ce qu'il faudrait faire. Vous avez regardé, non? Donc, si on a la même réponse, ce sera rassurant, mais donc il faut automatiser les tâches répétitives, c'est bien ça. Améliorer le service client. On n'a pas malheureusement effectivement eu le temps beaucoup de le développer, mais c'est comme ça l'objectif pour nous. Prédire et gérer de manière proactive, c'est exactement ce qu'on a pu évoquer tout à l'heure sur notamment les outils d'aide à la décision et au fléchage notamment de nos crédits d'investissement. Sur l'eau par exemple, c'est un sujet qui a été abordé. Analyser les données pour une meilleure prise de décision, ça rejoint ce qu'on vient de dire à l'instant. Lutter contre la fraude et la corruption. On parlait d'éthique et de déontologie à retenir. Gérer les infrastructures et faire de la maintenance prédictive, c'est aussi une manière d'anticiper nos crédits d'investissement et d'entretien. Personnaliser les services publics, notamment pour les plus fragiles, parce que je pense qu'il y a aussi un sujet d'inclusion. J'ai parlé tout à l'heure du langage naturel. Et réduire les coûts, c'est le dernier sujet, qui est quand même, et vous voyez, il arrive qu'en 8e position. Donc la machine fait un petit peu d'humain quand même, c'est rassurant. Voilà. En tout cas, merci pour votre participation et on sera très, très heureux de partager avec vous les expériences que vous pourrez être amenés à mener dans vos collectivités. Et merci aux intervenantes. Merci beaucoup.